Ouverture ce matin dans la capitale tchadienne de la deuxième session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. C'est le Premier ministre Joseph Dimbaranga Dadnadji qui a présidé cette rencontre. Les travaux se déroulent au ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne ont signé une convention de lancement du projet d'appui à la mise en place d'un système d'information sur la sécurité alimentaire. C'était ce matin en présence de plusieurs personnalités. La revue annuelle conjointe de la performance du portefeuille de la Banque mondiale. Les travaux se déroulent aujourd'hui ici à N'Djamena. Cette revue envisage d'améliorer la performance des opérations sur le terrain. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir. Aujourd'hui, lundi 8 avril, nous ouvrons notre journal avec l'éditorial de la semaine. Il est signé, comme d'habitude, Ahmad Makaila. Mesdames, messieurs, bonsoir. 1948, soit 3 ans après la création du mastodonte appelé ONU, le machin, comme l'appela Henry fils de la France, et l'histoire visiblement lui donne chaque jour raison. C'était en 1948 pour la première fois que le monde assiste à l'envoi des forces onusiennes dites de maintien de la paix. Elles ont été envoyées en Palestine. Ces forces avaient pour mission de superviser la trêve de la guerre arabo-israélienne. Aujourd'hui encore, 75 ans après, point d'ombre de paix dans cette région meurtrie. Palestiniens et Israéliens se tirent dessus matin, midi et soir. Et la bande de Gaza reste toujours une grande prison à ciel ouvert pour les Palestiniens. Depuis 61 opérations de maintien de la paix ont été envoyées à travers le monde avec les résultats que nous connaissons. Tiens, qui se souvient au Tchad des fameuses forces onusiennes déployées dans les années 2008 sous la bannière de la Munir 4? Quelle a été leur contribution dans la restauration de la paix? Ces braves fonctionnaires onusiens, circulant en rutilante 4x4 drapés du sigle UN en bleu, de vrais touristes d'un genre nouveau aimant le caviar et le bon vin, qui avaient leur QG à Béché à plus de 800 km au nord-est de la capitale, mais qui le soir venu venaient tous passer la nuit à N'Djamena pour repartir le lendemain. Quel gâchis! Au Congo RDC, c'est le comble de l'effarement. La MONUC, du nom de l'opération actuellement en cours en RDC, compte 22 800 hommes, dont 16 000 militaires. Sur le terrain pourtant, les Congolais vivent le calvaire avec le sentiment d'abandon par la communauté internationale. L'assistance se fait attendre dans le Kivu alors que des civils sans défense sont massacrés. Au Rwanda, c'était la catastrophe. Les forces onusiennes n'ont pu empêcher les génocides à plus de 800 000 Tutsis en avril 1994. Peu avant, en 1995, le massacre de Srebrenica en Bosnie s'est déroulé en présence des forces de la protection de l'ONU, qu'on appelle là-bas le FOPRONU. Last but not least, comme disent les Anglais, en 2000, plus de 5000, sinon 500, militaires onusiens ont été tout simplement faits prisonniers par des bandits du Front révolutionnaire uni de Fodé Sanko, appuyés par le célébrissime Charles Taylor, les hommes du ROUF qui n'avaient même pas de chaussures aux pieds. Les images ont fait le tour du monde. On le voit à l'évaluation sur l'échelle de l'efficacité. Les interventions des Nations Unies pour le maintien de la paix restent une chimère. Il s'agit plutôt des opérations budgétivores, inopérantes, sans réel effet sur le cours des événements. Dans bien des cas, les mandats ne sont pas clairement définis et quand ils le sont, les États contributeurs entravent l'opérationnalité. In fine, nous avons affaire à des touristes armés, incapables de se défendre, pas plus que de défendre la cause de la paix. Et pourtant, la sagesse populaire enseigne la maxime qui veut la paix prépare la guerre. Les réformes voulues par Kofi Annan, le prédécesseur de Ban Ki-moon, dans le dispositif, sinon la problématique du maintien de la paix reste et demeure, si tant est que la paix reste un objectif, au lieu d'être un idéal, comme semble le penser un certain nombre de pays à travers le monde. Vivement lundi prochain. La teneur de ce décret numéro 237 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Article 1er, les fonctionnaires dont les noms ci-dessous cités sont nommés au poste de responsabilité ci-après.
Direction des ressources humaines de la police nationale, directeur, commissaire divisionnaire de police Ousmane Bassi Lougma en remplacement du commissaire divisionnaire de police Ali Mahamat Toli. Directrice adjointe, officier principal de police Madame Koulé Bani en remplacement du commandant de groupement de police Oursingbe Robert N'Djamena le 8 avril 2013. Idriss Déby Itnou. À la une de l'actualité ce soir, ouverture ce matin de la seconde session du Conseil des ministres des pays de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Les ministres auront à élaborer un document sur lequel vont plancher les chefs d'État d'ici quelques jours. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre du Tchad et les travaux se déroulent au ministère des Affaires étrangères. Kadnouba Théophile. Cette rencontre qui précède le deuxième sommet ordinaire des chefs d'État des 11 pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte est un cadre d'examen des propositions faites par les experts de la dite agence le week-end dernier. Des propositions relatives aux actions permettant d'atténuer les effets pervers du changement climatique. Dans son mot de bienvenue, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques a invité ses hôtes à plus d'engagement afin de présenter un document bien ficelé aux chefs d'État membres de la Grande Muraille Verte. Il y a eu des avancées au prix des efforts importants. Cependant, nous ne devons pas nous voiler la face. D'autres efforts doivent être consentis. C'est pourquoi je voudrais ici renouveler l'appel de son Excellence le président Idriss Déby Itno, président en exercice à l'endroit de ses pairs. Un avis partagé par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi qui appelle par ailleurs à une synergie d'action comme le souhaite le secrétaire exécutif de la dite agence. La tâche est immense, mais à la mesure de l'envergure continentale de l'initiative. Mais je demeure convaincu que la réussite est à notre portée. Si les efforts nécessaires sont faits, il s'agit en particulier du versement des contributions des États, au moins durant les 5 premières années, pour consolider la viabilité de notre agence et d'instaurer la confiance des bailleurs qui sont uniquement attendus sur le budget de développement à travers des cofinancements. Cette seconde session ordinaire du Conseil des ministres de la Grande Muraille Verte a été une occasion pour les partenaires techniques et financiers d'exprimer leur détermination à soutenir les initiatives des chefs d'État de la dite agence visant à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens. À l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, a donné les raisons qui ont amené les chefs d'État à initier ce projet. Ces propos sont recueillis par Kadnouba Théophile. Le projet africain de la Grande Muraille Verte, considéré au départ par d'aucuns comme utopique, est aujourd'hui une réalité et un modèle original de lutte contre les effets néfastes de la désertification et des changements climatiques. Tout en créant une ligne de défense à travers des activités de plantation. Le projet constitue un véritable pôle de développement par la transformation des zones rurales fortement affectées par les effets pervers des phénomènes naturels avec leur corollaire, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. La marche vers le bien-être social de nos populations passe par de telles initiatives qui sont porteuses d'espoir. La Grande Muraille Verte en constitue une. Elle est pour nous, Africains, un défi et une opportunité. Elle est un défi par la complexité de la nécessaire synergie régionale bâtie sur l'engagement sans faille de nos chefs d'État. Mais c'est aussi une opportunité en ce qu'elle marque la naissance d'un leadership africain dans la prise en charge et la résolution de nos défis climatiques et environnementaux en comptant d'abord sur nos propres moyens. Pour ce qui nous concerne au Tchad notamment, et cela très tôt, Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dans son empirique sagesse,
a compris la nécessité d'accorder une attention particulière aux défis auxquels sont confrontées nos populations, plus particulièrement celles en milieu rural. Des mesures drastiques de lutte résolues contre la prédation de notre écosystème ont été mises en œuvre. Vous savez tous qu'au départ, avec l'emblématique Semaine nationale de l'arbre, la promotion des actions de reboisement impliquant les populations ainsi que l'éducation environnementale sont devenus les axes cardinaux de cette lutte. De même, la tenue en janvier 2012 d'un forum sur le développement du monde rural vient implémenter cette lutte dans la Renaissance nationale du Tchad, actée par son Excellence Idriss Déby Itno le 1er décembre 2010 à Hati. Les propositions conclusives de ce forum en cours de concrétisation intègrent les actions de lutte contre les effets pervers des phénomènes naturels. Les défis et enjeux liés à la Grande Muraille verte sont ainsi des préoccupations permanentes de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de notre agence panafricaine. Sous la tutelle politique de la Commission de l'Union africaine et conformément à la Convention portant sa création, l'agence panafricaine de la Grande Muraille verte reste ouverte à tous les États africains sahélo-sahéliens qui souhaitent y adhérer. Dans cette optique, nous sommes heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui des représentants des pays venus participer en qualité d'observateurs avec le souhait d'intégrer la grande famille désormais grande de notre agence. C'était le Premier ministre tchadien ce matin à l'ouverture des travaux des ministres des pays membres de l'agence panafricaine de la Muraille verte. Les travaux du Conseil des ministres du SILS viennent de s'achever. Cette rencontre a permis aux ministres d'examiner les documents soumis à leur approbation. Des précisions avec Grangacham Irima. La 48e session ordinaire du Conseil des ministres du SILS a permis d'examiner sans complaisance les dossiers soumis à leur appréciation par le comité régional de programmation et de suivi. Il s'agit entre autres de l'Alliance globale pour les initiatives de résilience Sahel et en Afrique de l'Ouest, le programme de renforcement de la résilience SILS-BAD, le programme intégré des déprédateurs et des pesticides au Sahel et en Afrique de l'Ouest et la coalition sur l'eau au Sahel. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation Dandela Obeledama invite les États membres à renforcer la capacité du SILS qui évolue dans un environnement concurrentiel marqué par la raréfaction de ressources financières. Cet environnement est également caractérisé par des situations politico-militaires qui ne facilitent pas les efforts d'intégration sous-régionale. À l'issue des discussions empreintes de cordialité, les ministres du SILS ont adopté le plan d'opération et le budget 2013 du SILS. Ils recommandent l'apurement des arriérés de salaire dus au personnel et la dette aux fournisseurs. Ils invitent également les chefs d'État à prendre les dispositions utiles afin d'assurer un financement durable de l'institution à travers une révision des taux de cotisation. Les ministres du SILS souhaitent la révision de l'âge de la retraite du personnel et la prise en compte de la spécificité de nouveaux États membres dans l'élaboration des projets et programmes du SILS. Signature d'une convention de lancement du projet d'appui à la mise en place d'un système de formation sur la sécurité alimentaire et d'alerte précoce. C'était ce matin entre le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne. Adam Abdelkader. 4 personnalités ont paraphé le document qui permet au Tchad d'avoir un outil de veille de la sécurité alimentaire. Côté gouvernement du Tchad, ce sont les ministres du Plan, de l'économie et de la coopération internationale et celui de l'agriculture et de l'irrigation qui ont apposé leur signature au bas du document. L'Union européenne, représentée ici par l'ambassadrice chef de délégation Hélène Cavé, est l'institution financière de ce projet et sa mise en œuvre est confiée à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le système durable d'information sur la sécurité alimentaire et d'alerte précoce dont il est question permet aux décideurs de disposer et d'utiliser des données et informations fiables. Le nouveau système SISAP jouera un rôle de coordination des différents systèmes pourvoyeurs d'informations au Tchad. Il centralisera toutes les données relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et mettra à la disposition des partenaires les informations fiables et disponibles.
Pour l'LNKV, ce projet s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités d'analyse et d'intervention des acteurs du secteur agricole et agroalimentaire. Le chef du département de l'agriculture et de l'irrigation, pour sa part, voit dans ce système d'information un véritable outil d'intégration régionale. Sur le plan régional, le Tchad peut maintenant se mettre en conformité avec les autres pays qui disposent déjà de ce type de structure de collecte, de traitement et d'analyse des données relatives à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l'alerte précoce. Financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans, SISAP facilitera non seulement la formulation et le suivi des politiques et stratégies de développement agricole, mais aussi une bonne gestion de la sécurité alimentaire au pays. La revue annuelle conjointe de la performance du portefeuille de la Banque mondiale au Tchad, les travaux ont eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Kempeski. La cérémonie est présidée par le ministre du Plan et de la Coopération internationale. Ghislain Tchani-Koudou, reportage. La problématique de l'appui du Tchad par l'aide au développement passe par une appropriation par la partie nationale de tous les projets et programmes mis en œuvre avec l'appui de la communauté internationale. Mais l'apport de la Banque mondiale, lui seul, ne suffit pas. Le soutien de tout le monde est indispensable. C'est pourquoi cette revue annuelle est placée sous le thème « Responsabilité des parties prenantes et amélioration de la mise en œuvre des projets ». Selon le directeur des opérations de la Banque mondiale au Tchad, les attentes de l'actuelle revue annuelle du portefeuille de financement de son institution sont multiformes. Nous entendons travailler avec les différents acteurs sur le bien fondé de la mise en œuvre efficace des projets et programmes en vue d'en accroître la performance et l'impact sur les bénéficiaires et contribuant ainsi aux objectifs économiques et sociaux du gouvernement. L'acte des résultats des projets et leur impact sur la population bénéficiaire demeure une préoccupation exprimée à maintes reprises par le gouvernement et la Banque mondiale dans les échanges. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale de relever les domaines dans lesquels le programme national de développement se focalisera. Le plan national de développement concentrera les efforts au cours de 3 prochaines années pour accélérer la croissance et impulser un développement durable. L'horizon 2015 se focalisera sur les priorités de croissance économique soutenue et les aspirations à une meilleure vie de la population. La réduction de la pauvreté, particulièrement en milieu rural. Ce programme qui répond aux exigences du gouvernement est en parfaite phase avec la politique du chef de l'État, son Excellence, M. Idriss Déby Itno. Le souci de plus hautes autorités de faire du Tchad un pays émergent impose la plus grande attention à l'efficacité dans la gestion des projets de développement avec une obligation de redevabilité. Et puis la teneur de ce communiqué, le camarade secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Béon Malo Adrien, invite les camarades ministres, les députés MPS et les camarades membres du Conseil national du salut ressortissants de la région du Ouadaï, présents à N'Djamena à une réunion qui se tiendra le mardi 9 avril 2013 à 10h précises au siège national du MPS pour une communication très importante. La présence de tout un chacun est vivement recommandée. Le communiqué est signé de M. Sabir Chaltou. La Direction générale de la police nationale forme quelques agents de sécurité. Cette formation est axée sur la sécurité routière et les accidents de la circulation. Les travaux se déroulent à l'hôtel Résidence. Anastasie Bissi. Les multiples accidents de circulation constatée à travers la capitale amène la direction de la police nationale à former les forces de sécurité afin de mieux réglementer la circulation. Le non-respect et la méconnaissance du code de la route sont entre autres les causes principales des accidents de circulation. Au cours de ces assises, les participants vont débattre des questions liées au code de la route, mais aussi aux techniques de réglementation. Cette formation devait à terme permettre aux participants d'exercer avec plus de professionnalisme. En effet, pas un seul jour ne passe sans que des familles tchadiennes ne soient endeuillées parce qu'ayant perdu un de leurs des suites d'accidents de circulation. D'autres encore
seront traumatisés à jamais parce qu'un membre de la famille restera handicapé toute sa vie par suite d'accidents. Il vous incombe plus que jamais, à vous forces de sécurité en général et aux unités arrachées au contrôle et à la régulation de la circulation routière, en particulier, d'agir avec professionnalisme en faisant preuve de pédagogie, mais aussi de sévérité envers les récalcitrants. Le formateur Thierry Dérissé reconnaît les efforts du gouvernement en matière de sécurité. Il souhaite cependant qu'un programme de formation à l'intention des forces de sécurité soit élaboré pour leur permettre de mener à bien la mission qui leur est confiée. Les travaux du 3e congrès ordinaire du parti Union pour le renouveau et la démocratie ont pris fin hier soir au ministère des Affaires étrangères. À l'issue de ce congrès, un nouveau président a été élu. Un lionceau à la tête du parti l'Union pour le renouveau et la démocratie URD, Éric Kamougué, c'est son nom. Élu par les congressistes, Éric Kamougué succède à son feu père, Wadal Abdelkader Kamougué, décédé lors des dernières campagnes électorales. Alléluia. Hosanna. Jésus-Christ, je dirais merci. Après cette séance de prière, Djimgaï Éric, qui accède à la présidence de l'URD, promet de respecter strictement la mémoire du fondateur de l'URD. Éric appelle de tous ses voeux à l'unité, à la fraternité et à la camaraderie, des valeurs qui constituent le socle des dynamismes du parti. Ensemble, au travail. L'heure est à la mobilisation, à l'écoute, à la communication pour corriger les erreurs du passé, afin d'amorcer un nouveau virage. Tout en galvanisant les militants, le président de l'URD a demandé à ses militants de resserrer leurs rangs et de rester vigilants. Je m'engage à défendre les idéaux du parti et non à me servir. L'URD, c'est vous d'abord. L'URD, c'est vous d'abord et moi après. Raison pour laquelle j'invite tous les camarades militants et militantes du nord au sud, de l'est à l'ouest, à regarder dans la même direction pour porter haut le flambeau du parti. Éric Kamougué de poursuivre que la force de l'eau de la rivière vient de sa source. Pour ce faire, l'union reste le dénominateur commun de toutes ces actions. Par cette maxime de Blaise Pascal qui disait « Montez sur les épaules de nos ancêtres, nous voyons plus loin que eux », il a promis tenir le pari. Les militants ne donnent pas un chèque blanc à leur président. C'est sur pièce qu'ils vont le juger. Et puis un autre communiqué de presse, les partis politiques de la majorité présidentielle ont appris avec la plus grande stupéfaction le remplacement de M. Gaurang Garmti du parti consensuellement désigné au cadre du dialogue politique au titre de la majorité présidentielle par Franck Nekiangar Djirangay, membre de la société civile, par le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut. Par conséquent, ils exigent au secrétaire général du MPS de rectifier ses tirs dans un plus bref délai afin d'éviter à la majorité présidentielle des fictions inutiles. En outre, ils réaffirment leur adhésion au processus engagé sous la conduite éclairée du président de la République qui vient ouvrir incontestablement la voie aux consultations futures plus apaisées et transparentes. Le communiqué est signé de M. Abdraman Adoum Mahamat. Le gouverneur de la région du Kanem s'est rendu du 3 au 5 avril dernier à Rigrik et à Noukou dans le département du Nord Kanem. Mohamed Seyd Ali est allé sensibiliser les populations sur la cohabitation pacifique et le respect de l'autorité de l'État. Belengar l'armée, la guerre. La cohabitation pacifique et le respect de l'autorité de l'État sont au cœur de ces rencontres de sensibilisation. À Noukou, tout comme à Rigrik où la délégation du gouverneur est passée, le message est le même. Mohamed Seyd Ali a encouragé les populations à promouvoir la paix, la cohabitation pacifique ainsi que le respect de l'autorité de l'État, seul gage de développement et de l'unité de la région. Par la même occasion, il a exhorté les forces de sécurité à traquer tous les voleurs de bétail afin de les transférer à la prison de Korotoro. Parlant de la mauvaise recette à la trésorerie de la région, le gouverneur Mohamed Seyd Ali a instruit les chefs des services générateurs de recettes du département du Nord Kanem de jouer pleinement leur rôle afin de renflouer la caisse,
car selon lui, l'appareil administratif de la région a besoin d'une recette conséquente pour son bon fonctionnement. Dans son intervention, le gouverneur a rassuré également ses interlocuteurs sur les dispositions prises par le gouvernement pour contrecarrer toute action de déstabilisation venue de l'extérieur. Le maire de la commune du 5e arrondissement de N'Djamena a fait un point de presse ce matin. Mohamed Saleh Moussa a convié ses administrés à la vigilance par rapport à la vente des produits périmés. Nous l'écoutons. Il nous a été donné de constat depuis un certain temps par les soins de notre service d'hygiène que des produits aliments tels que les pâtes alimentaires communément appelées macaronées, spaghettis, boîtes de conserve ou en pire des cas des produits pharmaceutiques périmés se vendent sur les différentes boutiques de la commune du 5e arrondissement. C'est en dépit de l'existence de cette taxe réglementaire interdisant la vente des produits périmés et de ces institutions des mesures de conditionnement, d'évacuation et d'élimination des déchets d'activité des soins dans les établissements sanitaires, officines et des dépôts pharmaceutiques de la ville de N'Djamena, notamment le décret numéro 087-PR-MSP-SG du 20 mars 85 et l'arrêté numéro 140-M-SG-DSTM-SHS du 7 mai 2002. Au regard de ces constats, nous saisissons l'occasion pour inviter tous nos concitoyens détenteurs de boutiques ou autres commerces à procéder dans un délai d'1 mois à compter du 8 avril 2013 à la vérification des dates de péremption de tous leurs produits et d'éliminer systématiquement ceux qui sont périmés. Passé ce délai, nos services d'hygiène procéderont à des contrôles et les contrevenants s'exposeront à des amendes prévues par les textes en vigueur. Le Rotary Club de N'Djamena a organisé une grande soirée de gala au profit des œuvres sociales. Plusieurs personnalités et artistes étaient conviés à cette soirée. C'était dans le jardin de Nouveauté de la Tchadienne. Belengar l'armée la guerre. De nombreux invités ont répondu présents à la soirée de gala des Rotariens de N'Djamena. Au-delà de son aspect festif, la manifestation vise à collecter des fonds qui seront destinés à soutenir les œuvres sociales. L'action rotarienne s'inscrit dans ce registre et vise un développement qui repose sur les valeurs de vertu, d'honnêteté, de probité, de loyauté, qui sont parmi d'autres vertus le socle d'une construction fondée et d'une cohabitation humaine durable et équitable. Être rotarien, c'est s'engager sur vie. Maître Issa Ngarbassa n'a pas manqué de relever les actes qui guident les actions d'environ 34 000 clubs de rotariens dans le monde. Il s'agit entre autres de la prévention et résolution des conflits, la santé de la mère et de l'enfant ainsi que le développement économique. L'invité de marque de la soirée est l'artiste musicienne congolaise. Pierrette Adams a tenu en haleine le public. Invité également à ces spectacles, le groupe Matania a présenté son riche répertoire. Le jeu de tombola a permis à plusieurs invités de gagner divers lots. Et puis, ces deux éléments qui viennent juste de nous parvenir. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce soir le secrétaire exécutif du CILS, professeur Al-Husseini Bretodo, et de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, professeur Abdoulaye Dia. Le sommet jumelé des deux institutions qui va se tenir en N'Djamena le 10 avril était au centre de l'entretien. Selon le ministre tchadien de l'agriculture et de l'irrigation, Dr Dandé Laobélé, le sommet est reporté à une date ultérieure. Voici un extrait de ses propos. Il est au micro de Ibrahim Adam Mohamed. De l'entrevue que nous venons d'avoir avec le chef d'État, son Excellence le président Idriss Déby Itno a décidé, ou plutôt a suggéré le report de la date du sommet, aussi bien pour le CILS que pour la Grande Muraille Verte. Pour la simple raison
que le calendrier des différents chefs d'État est tellement perturbé, chargé, qu'ils ne peuvent pas être à même d'être ici d'ici demain pour le sommet qui est prévu pour le 10. Donc, de façon très judicieuse, le président de la République a suggéré le report de ce sommet vers la deuxième quinzaine du mois de juin. Et puis le chef de l'État a également reçu le ministre malien de l'Agriculture Baba Berté et celui de l'Environnement et de l'Assainissement Ousmane Agrissa. Ils sont porteurs des messages du président malien au chef de l'État tchadien. Le ministre de l'Agriculture malien Berté Baba est au micro d'Ibrahim Mohamed Adam. Nous sommes venus ici dans le cadre de 2 rencontres importantes. La première, c'est la 48e session du Conseil des ministres du SILS. Et la deuxième, c'est la rencontre des ministres de tutelle de l'agence de la Grande Muraille Verte. Et évidemment, nous profitons de ce passage pour livrer un message du président de la République du Mali et du Premier ministre du Mali et de l'ensemble des institutions du Mali. Parce qu'il serait aujourd'hui inconcevable qu'une autorité malienne passe au Tchad et ne pas venir saluer le président de la République, son Excellence M. Idriss Déby Itno, pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous avez tous été témoins certainement. C'est que lorsque la crise sécuritaire a éclaté au Mali, toute la partie nord était occupée par des terroristes, des groupes terroristes, des narcotrafiquants, des fondamentalistes et religieux. Et tout le nord les grandes villes étaient occupées. Alors, il fut un moment où ces groupes ont amorcé leur descente vers le sud. Et il a fallu l'intervention décisive des armées françaises et tchadiennes pour stopper cette avancée et puis pourchasser les rebelles, les groupes rebelles, les groupes terroristes dans les montagnes. Et aujourd'hui, je pense le danger, il est écarté. Il est écarté. Et donc, pour ces populations qui ont subi l'humiliation, qui ont subi la souffrance, qui ont subi les mutilations, et je pense que cette action du Tchad en particulier est à saluer. Et c'est au nom de ces populations, au nom des autorités, de l'ensemble des institutions du Mali, que nous sommes venus exprimer notre reconnaissance au président tchadien et au peuple tchadien. En tout cas, je réitère le salut du peuple malien au peuple tchadien et au président Idriss Déby Itno. Le Tchad abritera du 2 au 12 mai prochain la 32e édition du championnat d'Afrique de lutte associée et la 7e édition de lutte africaine. Pour la réussite de ces 2 événements, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait un point de presse que je vous propose de suivre un extrait. C'est pour la première fois que le Tchad organise un championnat d'Afrique de lutte, mais aussi c'est une première que le championnat de lutte olympique et lutte africaine soit organisé dans un même pays et au même moment. C'est un honneur et en même temps un défi pour notre pays. Il va sans dire que la confiance placée en notre pays par les instances internationales de lutte mérite d'être saluée et reconnue à sa juste valeur. Placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, cet événement de portée continentale est organisé conjointement par la Fédération tchadienne d'élite associée, la Fédération internationale d'élite associée, la Confédération africaine d'élite associée et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces championnats d'Afrique sont un tremplin pour propulser l'image positive de notre pays, le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité, à travers le monde entier. La Confédération africaine de football et la Fédération tchadienne de football association forment les entraîneurs de football. Cette formation porte sur la licence C, le premier diplôme d'un entraîneur professionnel. Des explications avec Innocent Kilayou.
Le programme de la Confédération africaine de football qui vise à former les entraîneurs a démarré au Tchad en 2010. Aujourd'hui, la formation des entraîneurs de licence C est à sa deuxième promotion. Pour le directeur technique national de la Fédération tchadienne de football, cette deuxième promotion ne concerne que 40 entraîneurs, nombre suffisant. Nous sommes à moins de 100. Je dis que c'est très insuffisant et je voudrais donc profiter de cette occasion pour lancer un appel vibrant à l'endroit de la Fédération tchadienne de football pour qu'elle prenne des dispositions nécessaires afin que ce genre de stage-là soit organisé donc au moins 2 fois par an pour que nous puissions donc avoir beaucoup d'entraîneurs pour le devenir de notre football. Pour le deuxième vice-président de la Fédération tchadienne de football association, cette interpellation est légitime. Depuis la première formation CAF 2011, nos encadreurs ayant bénéficié de la formation ont rehaussé leur niveau et depuis lors, nous avons constaté un réel changement dans le contenu et le management de nos séances d'entraînement. De facto, les entraîneurs sont devenus plus attrayants et mieux organisés que dans le passé. C'est donc le lieu pour nous d'exprimer notre profonde gratitude au président de la CAF, M. Issa Hayatou, et à travers lui, son département de développement. La formation des entraîneurs pour la licence C durera 2 semaines. Venus des provinces et de la capitale, les entraîneurs seront soumis à une formation intense. Les lois des jeux, l'administration, la médecine sportive et l'arbitrage sont entre autres les enseignements inscrits dans le programme de la formation exigé par la Confédération africaine de football. Onaza Football a arraché la finale par 4 tirs contre 3 devant Asifat. La première et la deuxième partie s'est soldée par 0 but partout. Toute la population du quartier Goudi a pris d'assaut le terrain pour soutenir ses talents. Les autorités municipales du 10e arrondissement ont brillé aussi par leur présence en remettant les récompenses aux 2 formations. Le maire premier adjoint du 10e arrondissement, Mohamed Aboubakar, les a exhortés à doubler d'ardeur pour parfaire leur art. Et puis, ces 2 avis de condoléances, c'est avec une vive et profonde consternation que j'ai appris la mort de Madame Marguerite Thatcher, ancien Premier ministre du Royaume de Grande-Bretagne, le 8 avril 2013, de suite de maladie. L'ancien Premier ministre Marguerite Thatcher était une grande figure politique qui a consacré pendant plus de 11 ans son temps à renforcer l'autorité de l'État, redonner le goût de l'effort du travail aux Britanniques et asseoir la crédibilité internationale du Royaume-Uni. Sa disparition est une grande perte pour le peuple britannique et l'Europe tout entière. En cette circonstance particulièrement douloureuse pour vous-même, pour le gouvernement ainsi que pour sa famille, voudrais-je vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et à mon nom propre mes condoléances les plus attristées. Tout en vous renouvelant toutes nos compassions, je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, à l'expression de notre profond regret. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Un autre avis de condoléances et a appris avec consternation le décès tragique de M. Eliakim Wanambil, attaché de presse au Conseil économique, social et culturel, président du conseil d'administration de la Maison des médias du Tchad et vice-président de l'Union des journalistes tchadiens, le président du Haut Conseil de la communication. Tous les conseillers et le personnel adressent leurs vives condoléances et sincère compassion à la famille du défunt, à ses collègues et connaissances. Que l'âme du défunt repose en paix. Pour le président, la vice-présidente Ashta Saleh Daman. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.